Congolaises et Congolais, savez-vous le seul avantage de la pauvreté? Le seul avantage de la pauvreté est qu'elle finit par transformer n'importe qui en Einstein. Depuis que le président Fachi avait ravi les cartes Visa aux leaders de l'ancien régime, ces derniers fournissent des efforts pour réfléchir et espérer devenir un jour des donneurs de leçons dans ces pays. Ces derniers jours, en suivant le débat sur les panels des réseaux sociaux, je suis paralysé et noyé dans le chagrin au regard de la qualité de l'homme et du débat insensé auquel se livre une catégorie de membres de l'ancien régime ou de la Kabylie. Depuis que le sujet sur la Constitution s'est invité dans le salon politique, on dirait que j'ai parcouru le trajet de l'histoire des opposants tristes. Voilà pourquoi je souhaite faire ces procès de la justice face à la conscience de la justice aujourd'hui. Dans ce message, je souhaite répondre à 3 séries de questions que se posent nos amis de la Kabylie. La première série de leurs questionnements, ils se disent: est-ce que la constitution actuelle empêche notre régime à nous de réaliser son projet du bien-être de notre peuple? Quelles sont les raisons pour lesquelles on peut changer notre constitution ou le modifier? Ils nous demandent: peut-on changer ou réviser une constitution que nous avions qualifiée de meilleure? Ils demandent aussi: qu'en est-il de l'article 217? Est-ce que c'est un danger pour nos terres? Oubliant que la perfection est un combat permanent de chaque instant, nombre d'intellectuels, politiciens et religieux qui luttent contre les changements ou la révision de la Constitution partent sur les mauvaises prémices pour aboutir à de mauvaises conclusions, en se posant des questions du genre stupides ou insensées, de manière délibérée ou pour essayer d'abrutir et de manipuler l'opinion innocente de genre: est-ce que la Constitution qui vous empêche de réaliser vos œuvres? Je me demande, qui a dit à cette race de créatures que le changement de la Constitution est tributaire de la concrétisation des œuvres d'un gouvernement, alors que les institutions y travaillent déjà? Poser pareille question insensée et stupide est une preuve d'une ignorance repugnante de ce que c'est une constitution. Voilà pourquoi je me suis fait le devoir aujourd'hui de vous expliquer ce qu'est une constitution. La constitution en soi aborde uniquement les questions d'organisation et de gestion du pouvoir, c'est-à-dire l'organisation et le fonctionnement des institutions d'un État, en assurant l'équilibre entre les 3 pouvoirs. Voilà pourquoi toutes les constitutions au monde, à travers tout le pays, répondent en principe à 3 préoccupations fondamentales. La première: comment accéder ou prendre le pouvoir? C'est la première question qu'une constitution doit se poser. La deuxième: comment gérer ou exercer le pouvoir? Et la troisième: comment quitter ou céder le pouvoir à quelqu'un d'autre? Ce sont les 3 préoccupations fondamentales que toutes les questions à travers le monde se posent. De ces 3 questions, nous pouvons déduire que la Constitution règle le problème d'organisation et de fonctionnement des institutions dans une société et non les problèmes sociaux auxquels les gouvernements cherchent solution quotidiennement à travers ces différentes politiques sectorielles. Poser les problèmes de politique de gestion quotidien d'un gouvernement dans le cadre de la Constitution revient à insulter notre mémoire collective et faire preuve de la moyenne intellectuelle inférieure à 0. Plus de 3 fois d'ailleurs, notre pays, le Congo, a déjà changé nos constitutions. Plus de 30 fois, notre pays, le Congo, a déjà révisé nos constitutions. Est-ce que le cardinal Ambongo et les autres opposants peuvent-ils avoir le courage de défendre devant nos citoyens quelles étaient les dispositions
qui empêchait nos anciens présidents, de Kasavubu jusqu'à Joseph Kabila, de réaliser leurs œuvres pour le peuple? Est-ce qu'il y avait des dispositions qui les empêchaient pour qu'eux aient le droit de changer ou de réviser? Je demande à Chadar et son PPRD, peuvent-ils nous démontrer quelles sont les dispositions de la Constitution de 2006 qui les empêchaient de réaliser le projet de bien-être de la population pour que eux, en 2011, s'arrogent le pouvoir de réviser la Constitution? Et en changeant la Constitution ou en la révisant, quelles sont les dispositions qu'ils ont placées pour qu'aujourd'hui Félix ne soit pas en difficulté de trouver solution aux problèmes socio-économiques de la population? Les États-Unis, la France et les autres pays du monde n'ont-ils jamais changé ou révisé leur constitution? Y avait-il des dispositions dans leurs anciennes constitutions qui les empêchaient de travailler pour le bien de la population pour qu'ils en changent? La leçon que je me permets d'administrer humblement à cette race de politiques est que on révise une constitution pour les raisons d'ordre. 1. Organisationnel. 2. Fonctionnel. 3. Évolutionnel. 4. Circonstanciel. 5. Pour des raisons d'adaptation. Même une meilleure constitution peut être révisée ou changée pour des raisons de perfection. Plus mieux, jamais ça ne sera. Parce que l'être humain est en perpétuelle évolution. L'argumentation de certains opposants de s'accrocher à certaines affirmations de certains cadres de l'Union sacrée pour vanter l'actuelle constitution comme l'une des meilleures ne peut résister à ma critique rationnelle et soutenue du simple fait que être meilleur ne signifie pas être parfaite. Cette constitution est meilleure en comparaison à celle passée, mais elle ne reste jamais meilleure jusqu'à l'éternité ou en comparaison à celle à venir. Une meilleure constitution dans une période donnée peut s'avérer moins meilleure dans une autre. Dans une autre circonstance, celle qui est meilleure peut devenir moins meilleure au regard de l'évolution, au regard de l'environnement, au regard du besoin du pays, parce qu'il y a de nouveaux besoins. Je profite de cette circonstance encore pour répondre à une catégorie de nos citoyens qui soutiennent que l'article 217 est non seulement dans notre constitution depuis 1964, mais aussi dans plusieurs constitutions du monde. Mais mes amis, il n'est pas exclu qu'une disposition peut être pour la RDC bonne en 1964 pour devenir inadaptée en 2025. Parce que l'environnement politique, sécuritaire et les menaces ne sont pas les mêmes. Les menaces d'aujourd'hui ne sont pas les menaces de 1964. Cette même disposition peut être favorable au Sénégal, mais défavorable au Congo parce que les deux pays n'ont pas la même force de résistance interne. Les deux pays n'ont pas les mêmes menaces. Ils n'ont pas les mêmes histoires. Et n'ont pas le même voisin hégémonique. Le Sénégal n'est pas menacé de balkanisation par le voisin hégémonique, le Rwanda. Le Sénégal n'est pas infiltré par un Israélien zambien qui cherche à devenir président. Donc, nous ne pouvons pas reprendre toutes les dispositions par mimétisme, sans tenir compte de notre histoire, de notre réalité et de nos menaces. Sinon, tous les pays du monde entier auront une même constitution de l'article 1er jusqu'au dernier. En parlant même de l'article 217, certaines langues disent avec raison que cet article parle de la souveraineté et non de la cession des terres. Ils donnent des exemples que la cession de la souveraineté, c'est par exemple sur la monnaie, par exemple les ambassades qui doivent être installées. Mais ils oublient que la souveraineté est exercée sur quelque chose. Prenons l'article 9 de notre Constitution. Qu'est-ce qu'il dit? L'État exerce sa souveraineté sur le sol et les sous-sols, l'espace liquide et les autres. Donc, les gens qui soutiennent le contraire, ils oublient de dire au peuple que même si l'État
peut céder sa souveraineté sur la monnaie, sur la défense et autres. Il peut aussi céder sa souveraineté sur le sol et les sous-sols. Parce qu'on exerce la souveraineté sur le sol et les sous-sols, donc on peut céder la souveraineté aussi sur le sol et les sous-sols. C'est-à-dire, sans toucher à l'intégrité territoriale, un autre État pourrait, pour des raisons de paix, néanmoins, un président peut céder sa souveraineté. Notre État peut céder sa souveraineté sur le sol et les sous-sols, y compris dans le cadre des accords de l'Emera, par exemple, parce qu'il y a déjà un accord, dans le cadre de l'accord avec les CNDP, ou dans le cadre de l'accord avec le M23, un président malhonnête peut profiter de cette ouverture de l'article 217 pour céder au Rwanda le Nord Kivu, par exemple. C'est-à-dire quoi? La province du Nord Kivu reste, où le territoire reste congolaise, mais on lui cède la souveraineté sur le sol et les sous-sols pour des raisons de paix. Ainsi, on peut demander au Rwanda d'exploiter les sols et les sous-sols du Nord Kivu pendant 50 ans. Dans pareilles circonstances, on garde l'intégrité territoriale, mais néanmoins, on a cédé la souveraineté économique sur le sol et le sous-sol à un pays parce qu'il nous menace. Qui pourrait condamner pareil dirigeant corrompu au cas où ça pourrait arriver demain ou après-demain? Voilà pourquoi je prends le peuple à témoin pour dire que le langage de cette catégorie de nos compatriotes opposants changera au moment où sera vulgarisé le projet de la nouvelle constitution. Lorsqu'ils se rendront compte que leur alibi et astuce ne s'y trouveront jamais en termes de la prorogation ou de renouvellement des mandats du chef de l'État, à ma connaissance d'ailleurs, on ne vote jamais une constitution sous pli fermé. Avant le référendum, chers citoyens, le projet de la nouvelle constitution sera porté à la connaissance du public et chaque citoyen accédera à son contenu. Il y aura un moment de sa vulgarisation et de sa publicité. En ce moment-là, le peuple que vous êtes, vous vous rendrez compte de fausses accusations et de préjugés de notre opposition en mal de positionnement qui est à la recherche des petits bobards convaincants et de la bouillabaisse pour essayer de vous distraire. Je vous remercie.